Alors bienvenue pour ce livret numéro 3 qui a pour but de donner aux apprentis un survol sur la formation que le second surveillant pourra leur transmettre. Donc dans ce livret numéro 3, on prend la suite du 1 où nous avons vu les grandes questions du cabinet philosophique avec la notion de mystère, de secret, de sacré et de profane. On a vu les 3 grandes questions, comment les analyser, quel est leur intérêt, la nature existentielle de ces questions. La geste de l'apprenti a été revue, puisque ça c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement à chaque tenue d'instruction. Dans le livret numéro 2, on a vu le cabinet de réflexion, avec ses décors symboliques et alchimiques. On est passé sur la notion ni nu ni vêtu jusqu'aux 3 grands coups à la porte du temple, avec la notion d'identité civile et le passage de la porte basse. Dans les mots pour le dire, on a vu la notion exotérique et la notion ésotérique en franc-maçonnerie. On a étudié en 4e partie l'histoire des loges Stuart en exil et des loges londoniennes. Voilà. Et on a abordé de manière assez générale le catéchisme de l'apprenti et la classification des 36 questions-réponses. Là, dans le livret numéro 3, on va aborder les épreuves initiatiques en loge, une fois l'entrée par la porte basse effectuée, le serment et la lumière, donc les épreuves, le serment et la lumière. Dans les mots pour le dire, on va essayer de déterminer les 4 phases de l'initiation maçonnique. À côté de ça, on essaiera de définir la notion de transmission et la notion de tradition et voir comment ces 2 mots peuvent fonctionner ensemble en matière initiatique. Dans le catéchisme de l'apprenti, nous allons voir dans les 36 questions-réponses, nous allons voir les questions-réponses qui démarrent au 1 jusqu'au 12 et enfin on finit par un QCM. Donc les épreuves initiatiques en loge, l'air, l'eau et le feu. Alors, il y en a une préalable qui est l'épreuve de la terre. Donc, quelque part, on peut dire qu'on classifie ces épreuves dans cet ordre-là, avec la terre, l'eau, l'air et le feu, du plus lourd au plus léger. C'est un point qu'on peut, au niveau mémotechnique, conserver en soi. Alors, outre le fait que le voyage se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dextrosum, dextrogire, la dextre se qualifie en regardant l'Orient, c'est-à-dire que ça va vers la droite à l'Orient ou ça va vers la gauche à l'Orient dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est vers la droite. Ce sont des voyages qui sont faits toujours effectivement avec un bandeau sur les yeux. Le fait d'avoir le bandeau, c'est une intériorisation des sensations. Voilà. On ne voit pas ce qui se passe, mais on ressent à l'intérieur de soi. Donc on commence à ressentir, et c'est ça le but, en obérant un des sens, on commence à ressentir de manière plus intérieure certaines choses. Et donc cette réalité qu'on pourrait voir, que l'on ne voit pas, que l'on imagine, on lui donne plus de sens et plus de profondeur. Autrement dit, la réalité que nous vivons est une réalité intérieure et non pas extérieure. Nous ne sommes pas spectateurs de quelque chose, nous le vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Alors l'eau et tout le symbolisme qu'emporte l'eau, c'est très bien. C'est toujours la main droite que l'on trempe dans le fameux baquet. Tout se fera par la main droite pratiquement. Et symbole de vie, donc tout ça on peut le développer avec votre second surveillant. Un linge blanc pour essuyer la main droite. Pourquoi blanc? Il faut se poser la question, certainement parce que c'est dans le sens de la purification, de quelque chose de pur. Donc c'est une sorte de baptême, de purification par l'eau. On peut dire ça, et je pense qu'on ne se trompe pas quand on dit ça. Ça, c'est le premier voyage, c'est le second surveillant qui tient le baquet, donc, et qui vous fait tremper la main droite aux 2/3 de la hauteur. 2/3, ça veut dire qu'il y a 3 parties dans la hauteur, donc on est toujours sur un système ternaire, ne l'oublions pas.
L'épreuve de l'air, généralement on utilise une planchette, on fait donc un tour complet supplémentaire et puis on arrive devant le premier surveillant qui agite une planchette ou un grand éventail, qu'importe. Alors ça rappelle l'air qui est insufflé chez le premier homme par le divin, ou dans les vieilles traditions primitives où effectivement on insuffle l'air pour donner la vie à un amas de glaise en fait qui a été plus ou moins modelé sous une forme humaine. Il faut souffler dans les narines pour qu'il puisse vivre. C'est aussi le cri du nouveau-né hein, quand il sort. Rappelez-vous que la porte basse c'était un peu comme une sorte d'accouchement, ne l'oublions pas. Donc c'est une notion qui est assez forte. C'est sur le visage que ça se passe. Donc c'est sur les 5 sens directement que l'air est insufflé. On active les 5 sens d'une certaine façon. Une fois qu'on est passé devant le premier surveillant pour l'épreuve de l'air, on passe à l'épreuve du feu. Et là, l'épreuve du feu au rite écossais primitif a quelque chose de particulier. C'est toujours la main droite que l'on va impacter, mais sur la paume de la main droite, on va préparer 2 réchauds, c'est-à-dire deux bougies en quelque sorte. Une tenue par le frère terrible et l'autre par le vénérable maître. Et sur la paume de la main droite, on va tracer une croix par 3 fois avec des allers-retours de cette bougie par le vénérable, alternativement avec le frère terrible, formant une croix en X sur la paume droite de la main, qui dessine déjà le trajet de la lumière à l'intérieur de la loge, puisque le feu c'est la lumière, et qui organise déjà la relation entre le surveillant, le second surveillant, et les frères de leur colonne, qui est une relation oblique, hein, comme une des branches du X pour les apprentis comme pour les compagnons, ce qui nous donne un X. Ce X, c'est aussi la croix de Saint-André, vous l'avez compris. Voilà. Là aussi, c'est une forme de purification. Alors, pourquoi de réchaud? Je viens de donner la réponse. En faisant ce X, on dessine aussi de manière très schématique les fameux triangles, le triangle montant pour le feu, le triangle descendant pour l'eau. Le triangle montant barré, c'est l'élément air, et le triangle descendant barré, c'est l'élément terre. Et si vous regardez bien, quand vous les superposez les uns aux autres, vous avez une sorte d'hexagramme. Cet hexagramme, il répond à une superposition de 2 figures, comme la superposition des 2 branches du X. Voilà. En ce qui concerne le feu, tout ça est à développer par votre second surveillant. A lieu enfin le serment d'obligation, et la notion de secret ici va bien se remarquer. Après la fusion par le feu, on parle pour le serment de lien indissoluble. Y a-t-il une différence entre lier et relier? Le serment, il est censé lier quelqu'un à une autorité surplombante, mais il est censé aussi relier à cette même autorité ou à cette même lignée initiatique, et c'est ça qui est très important. Quand on relit le serment, et c'est, je pense, un point qu'il faut faire en détail, on s'aperçoit qu'on est assujetti, si on venait à se dédire, assujetti à ce que j'appellerais une dislocation du corps, hein, puisque la gorge tranchée, le cœur arraché, les entrailles déchirées, le cadavre brûlé, etc., etc., cendres jetées au vent, dans l'oubli, etc. Les 4 éléments que nous avons vus, qui étaient constitutifs de votre renaissance en quelque sorte, sont mis à l'envers. Hein, puisque autant l'aspect corporel qui rendait cohérent votre corporalité, votre âme et votre esprit se trouve désormais arraché, tranché, déchiré, jeté au vent. Donc ça c'est l'air. La gorge tranchée, c'est-à-dire perdre le souffle aussi. Hein. Le cœur arraché, c'est le lieu de l'âme, plus d'âme non plus. Voilà.
Donc on a l'impression qu'il y a une dislocation de tout ce qui a été construit, c'est la menace. Donc, et en fait, elle n'implique que vous-même, personne d'autre viendra vous faire subir ce châtiment, c'est vous-même qui serez dispersé par le feu, le vent et l'eau. Voilà. Donc c'est une autosanction et c'est vous-même qui êtes sanctionné par vous-même. Suite à ce serment qui implique la notion de secret, donc il faudra définir le secret avec la notion de silence, hein, ce sont deux notions qui sont liées, là aussi. On prend un compas avec une pointe vers le haut et une autre pointe qui va vers votre cœur. Vous prenez ce compas de la main gauche, la main droite est sur la Bible avec l'équerre sur le compas et vous mettez la main dégantée pour effectivement que l'on vous passe franc-maçon, c'est-à-dire créé, reçu et constitué. Évidemment, à ce moment-là, on fait appel au grand architecte de l'univers puisqu'on le fait sous ses auspices. Une fois que le vénérable a tapé avec son maillet par 3 fois sur la tête, sur la rotule du compas, ce qui a une signification symbolique, puisque c'est le lieu du croisement entre ce qui est en haut et ce qui rentre dans le cœur. Ça se fait par la rotule. La rotule, c'est quelque chose qui fait la jonction, qui fait l'articulation entre le haut et le bas. Et le maillet lui-même, c'est une autorité qui s'exprime. Il y a une marche à reculons, c'est-à-dire qu'on vous ramène entre les colonnes. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire cette marche à reculons, alors qu'on est toujours les yeux bandés. Voilà. Donc là, c'est à vous de développer cet aspect-là, la marche à reculons. Que veut dire cette marche à reculons? Enfin, vous vous tenez entre les colonnes, vous êtes entouré du premier, second surveillant, le maître de cérémonie, le frère terrible, tout le monde vous entoure. On va procéder à la levée du bandeau. Et on va le faire d'une manière très solennelle, c'est-à-dire que demandez-vous enfin? La lumière. Bon, que la lumière lui soit accordée au 3e coup de maillet. Une fois de plus, c'est par 3 que ça fonctionne. Premier coup pour le corps, 2e coup pour l'âme, on met en éveil le corps, on met en éveil l'âme. 3e coup pour mettre en éveil l'esprit, certainement. Allumage de la lumière et en même temps, on enlève votre bandeau avec une puissante lumière qui vous est délivrée. Alors, c'est l'enlèvement du bandeau. Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que c'est un éblouissement? Est-ce que c'est une illumination? Est-ce que c'est une mise en présence? La notion de présence est importante. Est-ce qu'on éclaire le corps? Est-ce qu'on réchauffe l'âme? Est-ce qu'on illumine l'esprit? Voilà, c'est le genre de petites questions qu'on peut se poser. Cette lumière fait-elle germer la graine qui était en vous dans le cabinet de réflexion? Rappelez-vous. Donc ça, c'est des bonnes questions et c'est à vous de les développer, de les personnaliser. Une musique de fond, bien sûr, généralement le Requiem de Mozart, le Sanctus de 1791. Vous savez que Mozart était un frère. Et à ce moment-là, apparaissent effectivement, en même temps que la lumière, tous ces glaives qui sont pointés vers vous. Alors, la notion de glaive pointé vers vous, c'est à la fois pour vous défendre, bien sûr, si vous êtes menacé, mais c'est aussi pour transpercer votre cœur si vous êtes un traître. Voilà. Et puis on procède à la remise du tablier, des gants, les signes, mots et attouchements que nous avons déjà vus avec le pas de l'apprenti, la mise à l'ordre et surtout le premier travail, c'est-à-dire frapper encore par 3 fois la pierre brute avec un maillet et un ciseau que nous développerons une autre fois. 4e partie, les mots pour le dire. Comment déterminer les phases de l'initiation? Ça, c'est une question importante parce que pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut pouvoir qualifier les choses. Alors, les 4 phases de l'initiation, je m'inspire là de l'anthropologie et je l'adapte à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que je laisse un certain nombre de choses, j'accentue d'autres pour que ce soit compréhensible pour vous. Alors la première phase, c'est le questionnement sur l'appartenance et la connaissance de soi, le désir de connaissance, sortir de ses préjugés,
C'est un peu le mythe de la caverne, hein, de Socrate, quelque part. Il faut avoir ça en tête. Il faut pouvoir se dire que on veut sortir de son cadre préétabli. On se pose les premières questions. On n'a pas nécessairement les réponses, si ce n'est des réponses toutes faites qui ne vous conviennent pas. Bref, on a soif de quelque chose d'autre. Il y a une période, ça c'est la première période, le questionnement. Séparation du monde profane, c'est la deuxième période, qui est une mise en l'état intermédiaire. On est dans un entre-deux là. Et cet entre-deux, en fait, il commence dans la chambre de philosophique avec les 3 questions philosophiques. Vous répondez à ces questions philosophiques comme un profane. Mais ces questions vont poursuivre toute votre vie maçonnique et vous commencerez à répondre comme un initié au fur et à mesure et vous verrez que c'est très différent. Et c'est aussi une manière de voir le réel étagé dans 3 plans. Je n'y reviens pas, j'ai déjà développé cet aspect-là. Cette séparation, elle se poursuit avec l'enfermement dans la chambre de réflexion ou le cabinet de réflexion avec le fameux tableau. On sort enfin de cette chambre de réflexion comme on sortirait peut-être de la caverne, puisque à l'intérieur de cette chambre, on avait quand même tous les moyens pour commencer à se poser des questions et éventuellement avoir les outils pour répondre ou pour se reconstruire soi-même, hein, puisque vous avez quand même les principales chimiques qui sont présents, mais vous avez le cycle de la vie aussi qui est présent, et de la régénération. On arrive à la porte du temple, le maître de cérémonie frappe par 3 coups pour vous, on donne l'identité extérieure et l'identité intérieure. Je ne reviens pas sur ces notions-là, et on franchit le limes, on franchit la frontière, on franchit, je dirais, la porte qui sépare du monde profane au monde sacré. Et là, on rentre avec les débuts des épreuves initiatiques. Et dans ces épreuves initiatiques, il y a une série de traumas. Alors pourquoi des traumas? Pour favoriser la mémorisation, tout simplement. Et puis, c'est pas comme un bizutage, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un passage entre avant et après. On a changé de point de vue, on a changé d'univers. On est à l'intérieur, on n'est plus à l'extérieur. On fait partie d'un groupe. Et on a tous vécu la même chose. On a tous vécu la même chose, les mêmes purifications, les mêmes épreuves, etc. Et c'est assez universel dans la franc-maçonnerie. Quelques rites ne pratiquent pas comme ça, comme la stricte observance templière. L'émulation ne pratique pas tout à fait pareil. Le rectifié le fait un peu, mais pas complètement. Bon, mais ça, vous verrez dans vos visites plus tard, on vous l'expliquera. Donc ce franchissement de seuil, c'est la 3e phase, avec la persistance, le désir de connaître, c'est le début des épreuves initiatiques. Arrive la 4e phase, qui est l'agrégation au groupe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans une sorte de no man's land, un peu entre deux. On était en gestation, en quelque sorte. Hein. On se reconstruisait avec les différents éléments, on se régénérait en quelque sorte du cabinet de réflexion jusqu'à la fin des épreuves. Et puis là, on va être agrégation, il va y avoir une agrégation au groupe et avec le fameux serment dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on regardera un petit peu ce qui a déjà été écrit là-dessus et dans la note que je vous ai transmise. Vous ferez vos recherches sur Arnold van Gennep, notamment, qui a beaucoup travaillé sur les différentes phases. Mais pas uniquement, il y a beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé là-dessus. Ça vaut le coup de développer votre culture générale, c'est assez clair. Dans les mots pour le dire toujours, puisque ça c'était les mots pour le dire, hein, on travaille sur transmission et tradition. Alors, transmission et tradition, qu'est-ce que ça implique? Déjà, on vient à la notion d'étymologie. Transmission, c'est faire passer au-delà et lâcher quelque chose, c'est-à-dire envoyer quelque chose. Voilà. Et la tradition, c'est le tradere, donc c'est remettre, c'est délivrer, c'est donner. Et trans, dans les 2 cas, trans, c'est au travers, c'est-à-dire qu'il y a, c'est bizarre, mais il y a un passage, c'est un peu comme le franchissement de la porte. Franchissement de la porte, ça va être une transformation, mais c'est aussi une transmission.
Voilà, tout ça c'est important. Tous les mots qui commencent par trans, il faut les maîtriser tous. N'hésitez pas à les utiliser, ils sont de circonstance. Donc le lien direct, la transmission et le processus actif de la tradition transgénérationnelle. La tradition, elle, c'est le contenu, les connaissances, les rituels, les valeurs, les mythes, les symboles qui sont transmis. Voilà. Donc en franc-maçonnerie, la transmission est l'action par laquelle le maître ou l'initié le plus ancien fait passer un savoir, un pouvoir ou une sagesse à un disciple. Donc c'est l'expression toujours qu'on utilise, c'est une connaissance qui est verbalisée par celui qui sait et qui est écoutée par celui qui apprend. Voilà. Enfin, on aborde dans le 5e point le catéchisme de l'apprenti des numéros 1 à 15 et non pas 12 comme j'ai dit tout à l'heure. Ça commence par frère premier surveillant, êtes-vous maçon? Les frères me reconnaissent comme tel, donc c'est l'aspect collectif, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un maçon? Un homme libre, également ami du pauvre et du riche s'ils sont vertueux. Donc c'est la notion de vertu qui est mise en avant. Que venons-nous faire en loge? Vaincre nos passions, soumettre nos volontés, faire de nouveaux progrès. Donc c'est un travail sur notre temple intérieur et dépasser nos volontés égoïstes, bien sûr. Vous été reçu dans une loge juste et parfaite. Que faut-il pour qu'une loge soit juste et parfaite? 3 la gouverne, 5 la compose, 7 la rende juste et parfaite. Donc là, on est sur la rubrique des nombres sacrés qui font allusion à terme certainement aux 7 jours de la création. Donc c'est une forme de cosmogonie aussi. Il ne faut pas oublier que la loge en elle-même, avec toutes les représentations symboliques qu'elle organise et qu'elle conserve, c'est rien d'autre qu'une création du monde à chaque ouverture des travaux. Nous verrons ça plus tard. Et ces 3, 5, 7 ont une importance tout à fait capitale qui sera développée. Depuis quand êtes-vous maçon? Depuis que j'ai reçu la lumière. La lumière, c'est-à-dire être capable de faire la différence entre, par exemple, le bien et le mal. C'est aussi travailler sur les contrastes, travailler sur les oppositions pour essayer de travailler en synthèse sur 2 notions extrêmes. À quoi reconnaîtrais-je que vous êtes maçon? À mes signes, paroles et attouchements. Donc ça, c'est la geste qu'il faut connaître. Comment se font les signes? Donnez-moi le signe d'apprenti, etc., etc. Voilà. Et enfin, dans la 14 et la 15, donnez-moi le mot de passe de l'apprenti. Évidemment, il n'y en a pas, soyons clairs. Ce n'est pas les profanes qui allaient me donner le mot de passe, évidemment. Après, j'ai un QCM qui est assez amusant et intéressant, qui permet de recouper l'ensemble des informations qui vous ont été données dans ce livret numéro 3. Eh bien, je vous souhaite une bonne étude et recherche. Je rappelle que cette vidéo n'a pas pour but de remplacer le travail que vous devez faire vous-même. C'est simplement une petite synthèse et une remémoration. À bientôt.